Louis Gauthier, c'est conséquent ou c'est peu finalement, c'est 8,5 milliards? Est-ce que nous sommes à ce point-là, à court de munitions, pour qu'il faille un effort aussi urgent? Non, c'est un effort substantiel Mhm. qui vise à répondre d'une part aux livraisons d'armes qu'on a fournies à l'Ukraine, aux armes qu'on utilise aussi pour aider à la défense de pays alliés au Moyen-Orient. Donc c'est un effort remarquable qui montre, hélas, j'allais dire surtout qu'on a basculé dans un temps géopolitique nouveau où la réalité des conflits impose d'être prêt, d'être en situation de se défendre, de pouvoir intervenir. Après, on verra, je dirais, voilà, les stocks de munitions, c'est un élément de la loi de la programmation militaire. Est-ce que ces conflits, ce type de conflits, sont les conflits de demain ? D'une certaine manière, ils montrent qu'il y a évidemment des voies en termes d'équipement qui devront être suivis. Je pense en particulier aux drones. Drone Et après, ce intercepteur, sont oui. d'autres choix au-delà de la reconstitution des stocks de munitions, mais c'est évidemment un effort substantiel. Parce qu'il a évoqué effectivement le fait que les missiles coûtaient beaucoup plus cher que les drones qui les interceptaient. Et donc il faut peut-être Oui. qu'on adapte notre réponse. C'est exactement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la problématique de la reconstitution, mais aussi la problématique de la diversification des effecteurs pour être, je dirais, dans la logique des menaces telles qu'elles évoluent aujourd'hui, de la robotisation du champ de bataille et des combats de drones, qu'ils soient aériens, sous-marins, notamment. Louis Gauthier, il y a aussi l'annonce de la création d'une plateforme qui s'appelle France Munitions, qui va permettre de massifier les commandes, accélérer l'outil de fabrication. Encore une fois, on passe à la vitesse supérieure. Et à force de dire la France n'est pas en guerre, la France n'est pas en guerre, elle est en train de fournir un effort qui ressemble à un effort de guerre. Ça ne veut pas dire qu'elle est en guerre, mais ça veut dire qu'elle a tiré les leçons de la difficulté pour elle-même, mais aussi d'autres partenaires européens, à être immédiatement en situation quand l'urgence le réclame. Je pense que ces mesures sont importantes, de même que les mesures législatives ou réglementaires qui seront prises ensuite pour donner davantage de réalité, de souplesse, de réactivité au basculement dans l'économie de guerre. On a parlé d'économie de guerre il y a déjà longtemps. C'était plus une phrase. Aujourd'hui, il faut adapter aussi les réalités des processus pour que, si malheureusement les circonstances l'obligeaient, l'outil industriel puisse produire et être à la hauteur des besoins. Joseph Passescaron, Non, peut-être une c'est question à Louis ça Gauthier. justement la véritable question. C'est-à-dire à partir de quand on entre dans l'économie de guerre? On entre dans l'économie de guerre. Oui, Gauthier. Nous n'étions pas en guerre Oui. contre la Russie en Ukraine. Nous étions engagés à livrer avec d'autres des moyens aux Ukrainiens. On a utilisé ce terme d'économie de guerre parce qu'il faisait image, mais en réalité, il était décalé par rapport à la situation. Mais en revanche, si on se trouvait dans une situation de conflit, et on voit bien que la guerre moderne, avec tous ses effecteurs, avec le nombre de munitions qui sont tirées, ce sont des guerres d'attrition qui impliquent des pertes massives des deux côtés de moyens, antimissiles, de drones, antidrones, etc. Et donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter à une nouvelle réalité de la guerre qui, d'une certaine manière, délègue beaucoup plus à ses effecteurs, mais pour parer la menace de ces effecteurs, implique aussi qu'on ait des moyens en multitude. Alors qu'on avait une logique, dans les conflits des 30 dernières années, j'allais dire de la rareté, d'abord parce qu'il y avait des dimensions, notamment la dimension aérienne, dans laquelle il n'y avait pas de contestation possible de nos adversaires sur les différents théâtres extérieurs, et puis parce qu'il n'y avait justement pas cette dissémination technologique qui fait qu'aujourd'hui, fabriquer un drone entre 7 000 et 50 000 euros, c'est à la portée, je ne vais pas dire de tout le monde, mais pas beaucoup loin. d'acteurs. Absolument. Est-ce que la France est le pays Et après, on écoute européen Marine le Le Pen. plus apte justement à rentrer dans cette économie de guerre? La France a un tissu industriel qui couvre l'ensemble des secteurs, avec des très gros champions, Thales, Safran, Airbus, Dassault, donc qui lui permet effectivement d'avoir cette capacité. Ce qu'il y a, c'est qu'on était dans des logiques, j'allais dire, de production limitée, de matériel ou d'équipement souvent très sophistiqués. Et là, on passe aussi dans une guerre qui implique sans doute d'avoir des usages plus rudimentaires. On essayait de tout intégrer dans des plateformes qui étaient très polyvalentes. Demain, on ira sans doute à la spécialisation davantage des missions en intégrant le facteur de perte. Et donc, en essayant de produire à moindre coût des éléments qui soient moins complexes
à produire. Mais vous voyez que cette problématique, les Américains l'ont aussi. Ils viennent de passer aujourd'hui, du fait de la perte, de leur diminution de leur stock, toute une série de commandes à Lockheed Martin, à BAE, à Honeywell Aerospace, qu'il s'agisse des THAAD, qu'il s'agisse de leurs nouveaux missiles PRSM. Et donc, ils viennent de passer à l'instant toute une série de commandes. Je crois plus de 400 THAAD à fournir d'ici la fin de l'année. On va juste, avant de passer à la situation en Iran, écouter Marine Le Pen, la chef du principal groupe d'opposition, qui, elle, s'est inquiétée de la présence de la France au Liban. C'était à l'Assemblée nationale aussi, écoutons-la. Notre troisième devoir, fondé sur notre histoire millénaire avec ce pays, est celui de protéger le Liban. Une nouvelle fois victime collatérale des tensions dans la région, avec 1000 morts, dont 120 enfants, et 1 million de déplacés. Certes, son incapacité à éradiquer la milice du Hezbollah de son sol empêche Israël de traiter d'égal à égal avec sa nation voisine, mais la France, et je salue les propos du président de la République en ce sens, a le devoir de soutenir ce pays et ses institutions, aussi imparfaites soient-elles. Voilà pour Marine Le Pen. On va tout de suite prendre la direction de Israël, où se trouve évidemment Régine Delfour, avec Sacha Robin. Bonsoir Régine. À l'instant, on apprend que le plan de paix qui a été proposé par Donald Trump a été refusé par l'Iran. C'est bien ça, expliquez-nous. Oui, Laurence, l'Iran a annoncé en fin d'après-midi en fait qu'elle rejetait donc ce plan de paix et elle a posé ses propres conditions. Alors dans ces conditions, c'est un arrêt total de la guerre avec aussi la certitude que cette guerre ne reprenne pas. Il y a aussi des demandes de garantie et de dédommagement par rapport aux destructions liées à la guerre. Il y a aussi la reconnaissance du détroit d'Ormuz par rapport à la souveraineté internationale, qu'elle soit reconnue d'une façon internationale, donc que ce soit donc l'Iran qui ait cette souveraineté. Et puis il y a d'autres points, notamment la levée totale des restrictions. Ils veulent également l'assurance qu'il n'y ait plus d'élimination des dirigeants du régime des Mollahs. Aucune restriction non plus dans leur programme de missiles balistiques. Et enfin, Laurence, l'arrêt des hostilités sur certains de leurs proxys, notamment la guerre contre le Hezbollah. Une question, Régine, ce plan aussi de paix coincé côté israélien, pour quelle raison ? Oui, parce qu'il y avait deux points qui n'étaient pas du tout compatibles pour Israël. C'est notamment sur l'uranium enrichi, puisque dans ce plan proposé par Donald Trump, il y avait... Non, sorry. Excusez-moi, Laurence, pour cette interruption. Donc, je parlais donc de l'uranium enrichi, que dans le plan Trump, il était possible d'être conservé avec évidemment une surveillance et une quantité limitée. Le problème, Laurence, c'est qu'en fait, on ne sait pas de combien dispose l'Iran de ce stock en fait d'uranium enrichi. Certains experts parlent de 440 kilos, mais en fait, il n'y a aucune certitude. Quant à la surveillance après la guerre des 12 jours en 2025, on sait que l'agence internationale de l'énergie atomique n'a pas pu se rendre sur certains sites nucléaires en Iran. Et puis, il y a aussi ce programme de missiles balistiques qui, dans le plan Trump, devait être parler, enfin discuter ultérieurement. Excepté qu'en Israël, on sait, l'armée israélienne annonce que l'Iran a des stocks de missiles qui sont enfouis en fait dans certaines zones en Iran et qu'il est hors de question en fait que ces deux points ne soient pas éclaircis et évités totalement puisque c'est une menace, c'est vraiment la menace existentielle par rapport à Israël. Merci beaucoup Régine Delfour, sur place avec toutes nos équipes. J'en profite pour saluer votre travail, l'excellence de votre travail, ainsi que toutes les équipes CNews et Europe 1 qui sont déployées sur place depuis le début du conflit. Louis Gauthier, ce plan de paix proposé par Donald Trump a donc été refusé par l'Iran. Il était viable, il était sérieux, il était crédible. Je pense qu'il ne faut ni croire au plan de paix, ni au reflux du plan de paix. On est dans une phase d'installation. Donald Trump a essayé de calmer le jeu et pour l'instant a toujours ses deux fers au feu. De la pression militaire avec éventuellement un débarquement au sol, et puis la logique de la désescalade, du cessez-le-feu et d'un accord qui, votre correspondante vient de le dire, implique plusieurs niveaux. La discussion sur le nucléaire, d'abord la reconnaissance
du gouvernement avec qui on discute. Ensuite, un cessez-le-feu. Ensuite, la libération du détroit d'Ormuz pour permettre le retour à la circulation maritime. Et enfin, le problème du contrôle du programme nucléaire. Alors, les Américains ont rajouté d'autres choses, la problématique des missiles. Et les Iraniens sont forcément vigilants aux conditions de leur normalisation et de la levée des sanctions. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a sans doute, notamment avec l'intermédiation du Pakistan, de Hassim Mounir, le chef d'état-major du Pakistan, qui s'est rendu à Oman, une voie de médiation possible. Et les Iraniens sont dans la phase où, est-ce qu'ils rentrent dans une négociation? Ils sont aussi un peu échaudés, puisqu'ils ont connu 2 cycles de négociations qui ont immédiatement été suivis de bombardements. Donc on peut comprendre qu'ils veulent aussi y rentrer avec précaution et ne pas abandonner cette posture de nuisance calamiteuse qui explique que les Américains veuillent peut-être entrer dans cette voie de désescalade et de négociation pour repermettre un retour à la normale des approvisionnements pétroliers. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et Europe